Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Je trouve plus le pyjama d'Amandine. Celui avec les petits moutons et le soleil? Il est dans l'armoire. Je n'ai jamais vu ta sœur. Mais si, le jour de mon mariage. Elle est brune avec des lunettes. Allô, Béatrice. Je suis désolé, mais je vais être en retard. Je dois passer retirer de l'argent au distributeur de billets. Pas de problème, nous t'attendons. On se retrouve sur l'avenue Mont-Royal. Allô, Jonathan, comment vas-tu? T'es prêt pour ce voyage en Colombie-Britannique? Presque. Mes documents sont prêts, mais j'ai pas encore fait mes bagages. Tu peux m'aider? Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Les enfants, écoutez-moi bien s'il vous plaît. La récréation est terminée. C'est l'heure de vous mettre en rang, deux par deux et dans le silence, pour qu'on puisse rejoindre nos salles et continuer notre leçon. Allez, allez, plus rapidement s'il vous plaît. Voie 2. Éloignez-vous du bord du quai. Le train à destination de Grenoble entre en gare. Arrêt de 6 minutes. Mesdames et messieurs, en raison de manifestations, nous vous demandons de descendre du train à la gare d'Angoulême et de prendre les bus mis à disposition pour vous rendre à Bordeaux. Votre attention s'il vous plaît. Pour des mesures de sécurité incendie, veuillez évacuer calmement le bâtiment par la sortie la plus proche de votre bureau. Merci. Vous allez entendre 6 messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle.
Salut Corinne, j'aimerais savoir si tu voulais venir avec moi samedi à la bibliothèque. Rappelle-moi, bisous. Bonjour, c'est Lisa, ta voisine de palier. Je voulais savoir si tu étais toujours d'accord pour garder mon chat la semaine prochaine. Rappelle-moi pour qu'on en discute. Bonjour, Madame Martin. Je suis Monsieur Paulin, votre conseiller bancaire, qui vous a aidé pour votre prêt concernant l'achat de votre nouvelle maison. J'ai tenté de vous appeler plusieurs fois aujourd'hui pour vous faire part d'un tout nouveau service qui pourrait vraiment vous intéresser. Son prix est vraiment intéressant, et je pense que vous pourriez en avoir besoin. N'hésitez pas à me rappeler quand vous le pouvez. Bonne journée. Salut Ali, j'ai vérifié. Le film est à 19h15. On se rejoint en face du cinéma comme d'habitude ou bien on va manger ensemble avant? C'est comme tu veux. Rappelle-moi. Chers étudiants, les activités d'accueil commenceront le 17 au lieu du 15 septembre. Merci de prévenir les personnes qui n'ont pas de sel. À tantôt! Salut Marie, c'est Caroline. Désolée de te déranger pendant tes vacances, mais j'ai besoin du numéro de téléphone de notre client italien. Peux-tu me l'envoyer par message? Merci et profite de la mer. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Que pensez-vous de la limitation à 30 km/h dans les centres-villes? Indiquez si la personne interrogée est complètement pour cette mesure, émet quelques doutes, trouve cette proposition absurde, Je ne comprends pas cette mesure. On ne pollue pas moins à 30 km/h qu'à 50. C'est vraiment n'importe quoi.
Moi, je n'ai pas de voiture, je fais tout à vélo. Ce sera moins dangereux pour les cyclistes, donc tant mieux. Euh, je ne sais pas si ça va changer grand-chose au problème de pollution et d'accidents, mais on peut essayer pour voir. Pourriez-vous partir vivre à l'étranger? Personne 1. Eh bien, ma situation est précaire, alors je perdrai rien à partir. Mais encore faudrait-il que je parle la langue du pays d'accueil, et ça demande des efforts. Personne 2. Je suis étudiant en médecine, alors c'est certainement pas un projet dans l'immédiat. Sincèrement, en ce moment, j'ai bien d'autres préoccupations. Personne 3. Ça chamboulerait toute notre organisation. Mon épouse bosse, mes enfants sont au collège. Alors, à moins de tomber sur le plan du siècle, je vois vraiment pas comment ce serait possible. Des déchets plastiques. On en trouve partout au fond des océans, au sommet des montagnes. Le plastique est aussi en partie responsable du réchauffement climatique puisqu'élaboré à partir de pétrole. 175 pays se retrouvent cette semaine au Kenya, avec des industriels de la pétrochimie, pour élaborer un traité international pour mettre fin aux déchets plastiques. Et il était temps. On voit bien aujourd'hui un certain nombre de pays qui s'intéressent au sujet, qui parlent de pollution, mais en disant que finalement, ce sont uniquement les pays en développement qui polluent. Et donc que la question n'est pas en amont, c'est-à-dire au niveau de la production. Mais nous, à la Fondation de la Mer, comme beaucoup d'acteurs, nous sommes convaincus que la solution se trouve en amont du cycle de vie du plastique, c'est-à-dire la production et la consommation. Professeur Claire Lévrier, vous qui êtes un célèbre pneumologue, que pensez-vous de l'interdiction de fumer dans les lieux publics? En tant que spécialiste, je suis convaincue que c'est une mesure de santé publique. Il fallait peut-être un peu de temps pour que l'opinion publique soit favorable. C'est fait, elle est prête maintenant. Il faut qu'enfin les pouvoirs publics prennent cette décision. Que de temps perdu. On savait déjà dans les années 1950 que 94% des cancers du poumon venaient du tabac. Un acteur américain aurait même touché 500 000 $ pour fumer dans certains films d'action. C'est scandaleux. L'industrie du tabac dépense de l'argent pour faire encore plus de profit et finalement tuer des gens.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Nadja. Bonjour Nadja. Bonjour. Nadja est kinésithérapeute et elle a participé à l'ouverture du premier supermarché coopératif de France qui s'appelle La Louve. Alors Nadja, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur La Louve? Alors, à la Louve, on va trouver tout type de produits. On va trouver des produits frais, à type de légumes et de fruits. Par exemple, nous sommes au début de l'été en ce moment, il y a des très bonnes cerises, des abricots, des pêches. Voilà, les étals commencent à être assez colorés. On va également trouver des produits frais comme de la viande. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce supermarché alternatif? Alors, dans ce supermarché, l'idée, c'est de refuser que la grande distribution soit le seul moyen de se nourrir et de consommer, et de pouvoir consommer d'une manière différente, sans enrichir toujours voilà, les mêmes personnes. Alors expliquez-nous, comment faire pour devenir membre de La Louve? Donc, il faut d'abord participer à une réunion d'accueil où des gens vont vous présenter ce qu'est le supermarché, les conditions pour pouvoir y faire ses courses. Voilà, donc ça c'est pour une grande présentation du projet. Ensuite, il faut choisir un créneau de travail de 3 heures par mois. Donc ça peut être le matin, l'après-midi, en semaine ou en week-end. Et ensuite, voilà. Ensuite, payer une adhésion à la coopérative. Et ensuite, on peut venir faire ses courses. On peut venir faire ses courses dans le supermarché. Nous avons également l'autorisation, quand on est coopérateur, soit d'inviter un visiteur pour pouvoir lui présenter le projet, ou alors, si on vit avec quelqu'un, que cette personne puisse également faire ses courses dans le supermarché, comme nous, hein, donc sans avoir à travailler les 3 heures. Allô? Allô Martine, c'est Julien. Julien? Quelle bonne surprise. Comment vas-tu? Ben, pas trop mal, mais je suis fatigué. Je n'ai pas bien dormi ces derniers jours à cause du bruit. Comment ça? Tu sais, dans mon quartier, il y a des restaurants et des discothèques. Et avec le beau temps, il y a beaucoup de monde dans la rue le soir. Et même s'ils ne crient pas, impossible de fermer l'œil. Ça, c'est un gros problème. À ta place, je déménagerai. Oui, je me rends compte que c'est la seule solution. Mais ce n'est pas facile à trouver un appartement. Je suis assez exigeant. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Eh bien, il me faut de la place. Et puis, je voudrais un logement assez lumineux, un 4e ou 5e étage. Ça ne doit pas être si compliqué. Hier, je suis allé dans quelques agences immobilières, mais les frais d'agence sont chers. Je n'ai pas vraiment les moyens en ce moment. Si tu veux un conseil, jette un œil sur les petites annonces. Sur le site du Bon Coin, par exemple. Tu crois? Ah oui, c'est sûr. Par contre, il faut y passer du temps. Mais avant de te lancer, il vaudrait mieux que tu fasses le point sur tes critères. Le quartier, la surface, le nombre de pièces. Un 3 pièces, ce serait bien. Comme je travaille à la maison, j'ai besoin d'un bureau. Et puis, j'aimerais bien ne pas trop m'éloigner du centre. Mais il me faut un endroit plus calme. Le quartier Saint-Jean, par exemple, ce serait bien, non? Il faudrait que tu ailles te balader un peu pour voir quel quartier te plaise. C'est une bonne idée, ça. Si tu veux, on peut se retrouver samedi et aller se promener. Regarde un peu le plan de la ville avant. Merci, c'est sympa. On fait comme ça. Je passe te prendre vers 14 heures alors. Ok, à samedi.
Bonjour, notre invité est apnéiste. Vous dites dans votre livre que plonger est une philosophie et un rapport au monde. La plongée en apnée, je l'ai découverte quand j'avais 14 ans. Elle m'a montré une autre vision d'un monde dans lequel je n'arrivais pas à trouver mes repères. Une vision à contre-courant. C'est quand même un sport individuel. J'ai grandi dans un monde où la trajectoire était absolue, orientée sur la domination de la nature dans lequel je n'arrivais pas à trouver mes marques. L'apnée m'a permis de communier avec la nature. Avec elle, j'ai pu, non pas dans une vision individualiste, mais communautaire. On est un mouvement, une grande tribu finalement, avec des valeurs communes. Qu'est-ce qui se passe quand vous plongez? Je dois être très calme. Mes années d'expérience me permettent d'être en harmonie avec mon corps, mes pensées et l'océan. Il n'y a pas de lutte, mais un véritable sentiment de bien-être. Sur les neiges éternelles du Languedoc vit un monstre de ferraille à 8 roues motrices qui ne s'attaque à rien d'autre que la poudreuse de la deuxième plus grande calotte glaciaire d'Islande au centre de l'île. Un bus, pas comme les autres, à la carrosserie longue de 15 mètres et large de près de 4. À l'intérieur, 48 sièges en cuir, et à l'extérieur, rouge se reflètent les rayons du soleil qui provient d'un ancien engin de lutte contre les incendies d'aéronefs de l'aéroport de Denver aux États-Unis. Ce bus porte le nom de Sleipnir, comme le cheval aux 8 jambes d'Odin, principal dieu de la mythologie nordique, une idée de Gunnar Gudmundsson. Le cheval Sleipnir pouvait chevaucher les montagnes et le ciel. Nous ne pouvons pas voler, mais nous pouvons chevaucher les glaciers et les montagnes. Moyennant 60 €, la compagnie offre un tour de plusieurs le glacier pour les touristes. Lors de l'ascension du Languedoc, se dresse le long du chemin des panneaux affichant l'endroit où se trouvait la ligne de glace tous les 20 ans depuis 1940, témoignant de son recul rapide. Les eaux de fonte s'accumulent au pied du glacier pour former un lac. Ange brutal en août dernier et une crue soudaine déverse 260 mètres cubes par seconde. Thorstein, glaciologue à l'Institut météorologique d'Islande. C'est un événement qui nous a pris un peu par surprise parce que dans une région où nous ne sommes pas habitués à de tels phénomènes. On s'attend à ce qu'ils se produisent plus fréquemment qu'auparavant dans toute l'Islande. Ce phénomène appelé Jökulhlaup, bien connu plus au sud de l'Islande, autour du Vatnajökull, activité géothermique liée au volcanisme, grande calotte glaciaire d'Europe particulièrement intense et en ces puissantes inondations. À cause du réchauffement climatique, elles vont donc se produire plus régulièrement ailleurs dans le pays, notamment près du Languedoc. La disparition semble inévitable, vient Thorsteinsson. Le climat dominant des 25 dernières années ne laisse aucune chance de survie au Languedoc parce que le taux de fonte excède ce qui est ajouté par la neige en hiver. Si cela continue de manière similaire, ou même dans un climat encore plus chaud, il est très probable que tout le Languedoc, ou peut-être 80 à 90%, aura disparu d'ici la fin de ce siècle. La faible altitude du Languedoc et la fonte rapide de ses parties basses orientées au sud accélèrent aussi son dégel. Depuis 1890 et la fin du petit âge glaciaire, la plus grande calotte glaciaire d'Islande a 46 km². Sur le glacier Languedoc, Jérémy Richard, RFI.
Vous allez entendre 10 messages différents. Pour chaque message, répondez à la question. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Audrey de Santé en vrac. Audrey, qu'est-ce que t'apporte l'entrepreneuriat et tes clients? J'ai vraiment l'impression d'être où je veux être. J'adore assurer des tâches diversifiées. Sur une journée, je fais beaucoup de choses différentes. Il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Avoir des conversations et se rappeler de chacun est important pour se distinguer de la concurrence. C'est un peu ma marque et ça me permet de fidéliser les gens. Manu Debarge, leader du célèbre groupe KO, a été entendu hier par la police dans le cadre d'une affaire de plagiat. Le chanteur s'est toujours défendu de ces accusations, les qualifiant de proprement scandaleuses. La discussion sur l'opinion fausse dans le thé et tête est un indice qui manifeste la primauté de l'intermédiaire, voire même d'un savoir d'intermédiaire dans la question du savoir. Le sophiste résout cette impasse de l'intermédiaire en introduisant les relations de réflexion et de division, comme il semble aussi bien confirmer que l'échec des arguments est une mise en scène pour montrer les conséquences induites par une interrogation sur le savoir n'évoquant pas l'importance de l'intermédiaire. Ainsi, l'interrogation sur la nature du faux révèle cette primauté d'intermédiaire dans la question du savoir en démontrant la nécessité de la conception du faux dans la recherche de la définition du savoir et la nécessité de l'intermédiaire dans la conception du faux. Car le faux ne peut qu'être défini par sa relation de position au réel, et comme l'erreur et la fausseté sont les fruits d'opérations d'intermédiaires, elles ne peuvent être comprises qu'à partir d'une pensée des intermédiaires. Des glaciers anéantis, ce sont les mots de l'Académie suisse des sciences naturelles. Le constat est sans appel. Après avoir perdu 6% de volume en 2022, les glaciers suisses ont encore fondu de 4% cette année. C'est le deuxième plus gros recul depuis le début des mesures. On a une disparition des petits glaciers, des glaciers nains, une disparition de névés, des cols qui apparaissent, des parties de rochers qui apparaissent, des glaciers qui se séparent. Enfin, c'est vraiment extrêmement dynamique et un changement de paysage en haute montagne à vitesse incroyable. Imaginez, les glaciers suisses ont perdu autant de glace en 2 ans qu'entre 1960 et 1990. La faute à 2 hivers particulièrement secs suivis de 2 étés caniculaires, du jamais vu pour les glaciologues. La voie qu'on est en train de suivre maintenant avec les émissions, avec l'évolution des températures, pour les glaciers dans les Alpes suisses, ça signifie que vraiment vers la fin du siècle, on n'aura presque plus rien. Mais il reste un mince espoir. Une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale pourrait permettre de sauver un quart des glaciers du pays. Une question qui sera au cœur des discussions lors de la prochaine COP28 en décembre prochain.
Vous les avez peut-être déjà vus à la télévision ou sur YouTube. Lexus et Miata, 2 chèvres miniatures, sont devenues des célébrités dans l'Okanagan, en Colombie-Britannique. Depuis novembre, elles suivent leurs propriétaires sans laisse dans la petite ville, d'habitude très calme, de Summerland, près de Kelowna, et l'accompagnent dans tous ses déplacements, suivis de près par des badauds, des bambins et quelques touristes désireux de rapporter une photographie insolite. Les 2 chèvres sont dociles et n'ont pas besoin d'être en laisse parce qu'elles sont génétiquement conçues pour suivre un être alpha, que ce soit leur propriétaire ou un animal dominant du troupeau, comme l'explique Greg Boudy, leur heureux propriétaire justement. Heureux et désormais populaire. Pourtant, tu as fini ta vie en libre penseur. Tu n'as pas manqué de courage. Oui, mais au moment des mystères de Paris, j'étais encore un dandy, accueilli dans les salons chics de Paris, apprécié des belles femmes. C'est l'écriture de ce livre qui m'a transformé. Ce fut un incroyable succès. Des malades ont attendu pour mourir la fin des mystères de Paris, disait mon ami Théophile Gautier, qui était peut-être un peu jaloux à l'époque. Il n'y a pas de quoi, il a fait une meilleure carrière que moi finalement. Les gens m'écrivaient pour que je les aide, ce que j'ai souvent fait. Puis on m'a demandé d'être député socialiste, ce que je suis devenu en 1850, au point que j'ai dû m'exiler après la courte Deuxième République en 1851, comme Victor Hugo. J'ai donc fini mes jours à Annecy, qui était italienne à l'époque. Mais les gens se sont souvenus de moi longtemps, j'ai été une référence pour bien des artistes, et j'ai été beaucoup lu pendant plus d'un siècle. Je suis content de reprendre du service aujourd'hui. Des personnages en quête de réponses, des événements surnaturels jamais anodins et un paysage inspiré de territoires inuits. En 10 récits, Natacha Canapé-Fontaine, une artiste inoue de Pessamit, renoue avec le genre de la nouvelle. Toujours au bord de la rupture, longeant les failles des tragédies intimes et collectives des Autochtones, pensionnats, viols, alcoolisme, l'autrice inscrit ses histoires dans le triangle du mystère, de la recherche d'identité et de la solitude. Sous sa plume, les paysages deviennent vivants quand le visage du ciel se reflète sur l'asphalte après la pluie ou quand la terre se met à trembler après une offrande animale. Sous différentes formes, rassurantes ou effrayantes, les ancêtres réapparaissent aux vivants pour qui sait les voir. Depuis toujours, le monde connaît son lot de conflits et d'alliances militaires. Aujourd'hui, l'une des plus importantes, c'est l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, fondée en 1949 par 12 États signataires du traité du même nom. L'OTAN est une alliance politique et militaire. Si l'un des membres est attaqué, les autres doivent lui venir en aide. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les fondateurs veulent créer une alliance militaire afin de protéger la démocratie et prévenir les conflits. Aujourd'hui, l'OTAN compte 32 pays membres. Toutes les décisions sont prises par consensus. Ils coopèrent sur les questions de défense et de sécurité pour arriver à une résolution pacifique des différends. Et s'ils n'y parviennent pas, l'OTAN dispose de la puissance militaire nécessaire pour se défendre. L'organisation n'a pas d'armée qui lui est propre. Ce sont les pays membres qui fournissent les troupes nécessaires aux opérations.
Désormais, l'OTAN se concentre sur la lutte contre le terrorisme et les cyberattaques, et surtout sur ses relations avec la Russie et la Chine. Et si depuis la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin, les investissements militaires étaient plutôt réduits, en janvier 2024, l'Alliance Atlantique a lancé une opération de grande envergure qui mobilise 90 000 soldats en Europe de l'Est et dans l'Atlantique Nord. Ce n'est qu'un exercice, mais c'est une bonne manière de dissuader les ennemis potentiels en montrant sa puissance. De nombreux pays aimeraient d'ailleurs être intégrés à cette alliance, comme par exemple l'Ukraine, partenaire de l'OTAN depuis 2009. Mais pour les Alliés, les conditions à son adhésion en tant que membre à part entière ne sont pour l'instant pas réunies. Super, merci François. À présent, Émilie, est-ce que tu peux faire un point RH rapide pour l'équipe, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, comme vous le savez, nous avons reçu des dizaines de CV et nous en avons convoqué 3 en entretien. Je sais que c'est assez chronophage, mais il faut vraiment que vous soyez présents tous les 4 pendant l'entretien de chacun, parce que ce sont tous de bons profils. Donc je vais vous demander de creuser un peu sur des éléments pointus que je ne maîtrise pas et qui correspondent vraiment à votre activité. Donc, si vous pouviez préparer quelques questions, mais qui ne reprennent pas l'étude de cas qu'on leur a donnée, ce serait super. Bien sûr, l'idée, c'est de rester bienveillant, mais de voir comment ils réagissent en situation, je dirais, spontanée. Je vais vous envoyer leur dossier. L'expérimentation animale fait débat. Qu'en dites-vous, Marc Van Pech? J'ai entendu l'autre jour un défenseur des animaux qui prétendait que son entreprise créait au travers d'une peau récupérée en déchets opératoires exactement la même chose, tout ce qu'on pouvait faire en expérimentation animale sur la toxicologie, ce qui est complètement stupide. Pourquoi stupide? La peau, ce n'est pas un tissu indépendant, c'est justement toutes ces interactions qui existent entre différents tissus, entre le sang qui circule, la lymphe, les structures nerveuses, tout ça. Moi, j'ai travaillé dans un laboratoire dans lequel, pendant des années, on essayait de voir ce qu'on pouvait faire avec des cellules isolées. On s'est rendu compte des limites. Je trouve plus le pyjama d'Amandine. Celui avec les petits moutons et le soleil? Il est dans l'armoire. Je n'ai jamais vu ta sœur. Mais si, le jour de mon mariage. Elle est brune avec des lunettes. Allô, Béatrice. Je suis désolé, mais je vais être en retard. Je dois passer retirer de l'argent au distributeur de billets. Pas de problème, nous t'attendons. On se retrouve sur l'avenue Mont-Royal. Allô, Jonathan, comment vas-tu? T'es prêt pour ce voyage en Colombie-Britannique? Presque. Mes documents sont prêts, mais j'ai pas encore fait mes bagages. Tu peux m'aider?
Les enfants, écoutez-moi bien s'il vous plaît. La récréation est terminée. C'est l'heure de vous mettre en rang, 2 par 2 et dans le silence, pour qu'on puisse rejoindre nos salles et continuer notre leçon. Allez, allez, plus rapidement s'il vous plaît. Voie 2. Éloignez-vous du bord du quai. Le train à destination de Grenoble entre en gare. Arrêt de 6 minutes. Mesdames et messieurs, en raison de manifestations, nous vous demandons de descendre du train à la gare d'Angoulême et de prendre les bus mis à disposition pour vous rendre à Bordeaux. Votre attention s'il vous plaît. Pour des mesures de sécurité incendie, veuillez évacuer calmement le bâtiment par la sortie la plus proche de votre bureau. Merci. Salut Corinne, j'aimerais savoir si tu voulais venir avec moi samedi à la bibliothèque. Rappelle-moi, bisous. Bonjour, c'est Lisa, ta voisine de palier. Je voulais savoir si tu étais toujours d'accord pour garder mon chat la semaine prochaine. Rappelle-moi pour qu'on en discute. Bonjour, Madame Martin. Je suis Monsieur Paulin, votre conseiller bancaire, qui vous a aidé pour votre prêt concernant l'achat de votre nouvelle maison. J'ai tenté de vous appeler plusieurs fois aujourd'hui pour vous faire part d'un tout nouveau service qui pourrait vraiment vous intéresser. Son prix est vraiment intéressant, et je pense que vous pourriez en avoir besoin. N'hésitez pas à me rappeler quand vous le pouvez. Bonne journée. Salut Ali, j'ai vérifié. Le film est à 19h15. On se rejoint en face du cinéma comme d'habitude ou bien on va manger ensemble avant? C'est comme tu veux. Rappelle-moi. Chers étudiants, les activités d'accueil commenceront le 17 au lieu du 15 septembre. Merci de prévenir les personnes qui n'ont pas de selle. À tantôt! Salut Marie, c'est Caroline. Désolée de te déranger pendant tes vacances, mais j'ai besoin du numéro de téléphone de notre client italien. Peux-tu me l'envoyer par message? Merci et profite de la mer. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Que pensez-vous de la limitation à 30 km/h dans les centres-villes? Indiquez si la personne interrogée est complètement pour cette mesure, émet quelques doutes, trouve cette proposition absurde
Je ne comprends pas cette mesure. On ne pollue pas moins à 30 km/h qu'à 50. C'est vraiment n'importe quoi. Moi, je n'ai pas de voiture, je fais tout à vélo. Ce sera moins dangereux pour les cyclistes, donc tant mieux. Euh, je ne sais pas si ça va changer grand-chose au problème de pollution et d'accidents, mais on peut essayer pour voir. Personne 1. Eh bien, ma situation est précaire, alors je perdrai rien à partir. Mais encore faudrait-il que je parle la langue du pays d'accueil, et ça demande des efforts. Personne 2. Je suis étudiant en médecine, alors c'est certainement pas un projet dans l'immédiat. Sincèrement, en ce moment, j'ai bien d'autres préoccupations. Personne 3. Ça chamboulerait toute notre organisation. Mon épouse bosse, mes enfants sont au collège. Alors, à moins de tomber sur le plan du siècle, je vois vraiment pas comment ce serait possible.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Audrey de Santé en Vrac. Audrey, qu'est-ce que t'apporte l'entrepreneuriat et tes clients? J'ai vraiment l'impression d'être où je veux être. J'adore assurer des tâches diversifiées. Sur une journée, je fais beaucoup de choses différentes. Il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Avoir des conversations et se rappeler de chacun est important pour se distinguer de la concurrence. C'est un peu ma marque et ça me permet de fidéliser les gens. Manu Debarge, leader du célèbre groupe K.O., a été entendu hier par la police dans le cadre d'une affaire de plagiat. Le chanteur s'est toujours défendu de ces accusations, les qualifiant de proprement scandaleuses. La discussion sur l'opinion fausse dans le thé et tête est un indice qui manifeste la primauté de l'intermédiaire, voire même d'un savoir d'intermédiaire dans la question du savoir. Le sophiste résout cette impasse de l'intermédiaire en introduisant les relations de réflexion et de division, comme il semble aussi bien confirmer que l'échec des arguments est une mise en scène pour montrer les conséquences induites par une interrogation sur le savoir n'évoquant pas l'importance de l'intermédiaire. Ainsi, l'interrogation sur la nature du faux révèle cette primauté d'intermédiaire dans la question du savoir en démontrant la nécessité de la conception du faux dans la recherche de la définition du savoir et la nécessité de l'intermédiaire dans la conception du faux. Car le faux ne peut qu'être défini par sa relation de position au réel, et comme l'erreur et la fausseté sont les fruits d'opérations d'intermédiaires, elles ne peuvent être comprises qu'à partir d'une pensée des intermédiaires. Des glaciers anéantis, ce sont les mots de l'Académie suisse des sciences naturelles. Le constat est sans appel. Après avoir perdu 6% de volume en 2022, les glaciers suisses ont encore fondu de 4% cette année. C'est le 2e plus gros recul depuis le début des mesures. On a une disparition des petits glaciers, des glaciers nains, une disparition de névés, des cols qui apparaissent, des parties de rochers qui apparaissent, des glaciers qui se séparent. Enfin, c'est vraiment extrêmement dynamique et un changement de paysage en haute montagne à vitesse incroyable. Imaginez, les glaciers suisses ont perdu autant de glace en 2 ans qu'entre 1960 et 1990. La faute à 2 hivers particulièrement secs suivis de 2 étés caniculaires, du jamais vu pour les glaciologues. La voie qu'on est en train de suivre maintenant, avec les émissions, avec l'évolution des températures, pour les glaciers dans les Alpes suisses, ça signifie que vraiment vers la fin du siècle, on n'aura presque plus rien. Mais il reste un mince espoir. Une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale pourrait permettre de sauver un quart des glaciers du pays. Une question qui sera au cœur des discussions lors de la prochaine COP28 en décembre prochain. Vous les avez peut-être déjà vus à la télévision ou sur YouTube. Lexus et Miata, 2 chèvres miniatures, sont devenues des célébrités dans l'Okanagan, en Colombie-Britannique. Depuis novembre, elles suivent leurs propriétaires sans laisse dans la petite ville, d'habitude très calme, de Summerland, près de Kelowna, et l'accompagnent dans tous ses déplacements, suivis de près par des badauds, des bambins et quelques touristes désireux de rapporter une photographie insolite. Les 2 chèvres sont dociles et n'ont pas besoin d'être en laisse parce qu'elles sont génétiquement conçues pour suivre un être alpha, que ce soit leur propriétaire ou un animal dominant du troupeau, comme l'explique Greg Boudy, leur heureux propriétaire justement. Heureux et désormais populaire. Pourtant, tu as fini ta vie en libre penseur. Tu n'as pas manqué de courage. Oui, mais au moment des mystères de Paris, j'étais encore un dandy.
accueilli dans les salons chics de Paris, apprécié des belles femmes. C'est l'écriture de ce livre qui m'a transformé. Ce fut un incroyable succès. Des malades ont attendu pour mourir la fin des mystères de Paris, disait mon ami Théophile Gautier, qui était peut-être un peu jaloux à l'époque. Il n'y a pas de quoi, il a fait une meilleure carrière que moi finalement. Les gens m'écrivaient pour que je les aide, ce que j'ai souvent fait. Puis on m'a demandé d'être député socialiste, ce que je suis devenu en 1850, au point que j'ai dû m'exiler après la courte Deuxième République en 1851, comme Victor Hugo. J'ai donc fini mes jours à Annecy, qui était italienne à l'époque. Mais les gens se sont souvenus de moi longtemps, j'ai été une référence pour bien des artistes, et j'ai été beaucoup lu pendant plus d'un siècle. Je suis content de reprendre du service aujourd'hui. Des personnages en quête de réponse, des événements surnaturels jamais anodins et un paysage inspiré de territoires inuits. En 10 récits, Natacha Canapé-Fontaine, une artiste inoue de Pessamit, renoue avec le genre de la nouvelle. Toujours au bord de la rupture, longeant les failles des tragédies intimes et collectives des Autochtones, pensionnats, viols, alcoolisme, l'autrice inscrit ses histoires dans le triangle du mystère, de la recherche d'identité et de la solitude. Sous sa plume, les paysages deviennent vivants quand le visage du ciel se reflète sur l'asphalte après la pluie ou quand la terre se met à trembler après une offrande animale. Sous différentes formes, rassurantes ou effrayantes, les ancêtres réapparaissent aux vivants pour qui sait les voir. Depuis toujours, le monde connaît son lot de conflits et d'alliances militaires. Aujourd'hui, l'une des plus importantes, c'est l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, fondée en 1949 par 12 États signataires du traité du même nom. L'OTAN est une alliance politique et militaire. Si l'un des membres est attaqué, les autres doivent lui venir en aide. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les fondateurs veulent créer une alliance militaire afin de protéger la démocratie et prévenir les conflits. Aujourd'hui, l'OTAN compte 32 pays membres. Toutes les décisions sont prises par consensus. Ils coopèrent sur les questions de défense et de sécurité pour arriver à une résolution pacifique des différends. Et s'ils n'y parviennent pas, l'OTAN dispose de la puissance militaire nécessaire pour se défendre. L'organisation n'a pas d'armée qui lui est propre. Ce sont les pays membres qui fournissent les troupes nécessaires aux opérations. Désormais, l'OTAN se concentre sur la lutte contre le terrorisme et les cyberattaques. Et surtout, sur ses relations avec la Russie et la Chine. Et si depuis la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin, les investissements militaires étaient plutôt réduits, en janvier 2024, l'Alliance Atlantique a lancé une opération de grande envergure qui mobilise 90 000 soldats en Europe de l'Est et dans l'Atlantique Nord. Ce n'est qu'un exercice, mais c'est une bonne manière de dissuader les ennemis potentiels en montrant sa puissance. De nombreux pays aimeraient d'ailleurs être intégrés à cette alliance, comme par exemple l'Ukraine, partenaire de l'OTAN depuis 2009. Mais pour les Alliés, les conditions à son adhésion en tant que membre à part entière ne sont pour l'instant pas réunies. Super, merci François. À présent, Émilie, est-ce que tu peux faire un point RH rapide pour l'équipe, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, comme vous le savez, nous avons reçu des dizaines de CV et nous en avons convoqué 3 en entretien. Je sais que c'est assez chronophage, mais il faut vraiment que vous soyez présents tous les 4 pendant l'entretien de chacun, parce que ce sont tous de bons profils. Donc je vais vous demander de creuser un peu sur des éléments pointus que je ne maîtrise pas et qui correspondent vraiment à votre activité. Donc, si vous pouviez préparer quelques questions, mais qui ne reprennent pas l'étude de cas qu'on leur a donnée, ce serait super. Bien sûr, l'idée, c'est de rester bienveillant, mais de voir comment ils réagissent en situation, je dirais, spontanée. Je vais vous envoyer leur dossier.
L'expérimentation animale fait débat. Qu'en dites-vous, Marc Van Pesch? J'ai entendu l'autre jour un défenseur des animaux qui prétendait que son entreprise créait au travers d'une peau récupérée en déchets opératoires exactement la même chose, tout ce qu'on pouvait faire en expérimentation animale sur la toxicologie, ce qui est complètement stupide. Pourquoi stupide? La peau, ce n'est pas un tissu indépendant. C'est justement toutes ces interactions qui existent entre différents tissus, entre le sang qui circule, la lymphe, les structures nerveuses, tout ça. Moi, j'ai travaillé dans un laboratoire dans lequel, pendant des années, on essayait de voir ce qu'on pouvait faire avec des cellules isolées. On s'est rendu compte des limites.